Philippe David, Cécile de Ménibus. Le lundi, on est ravis de vous accueillir avec nous. On espère que vous avez passé un excellent week-end. Ça va, Philippe David ? Ça va très bien, Cécile, et vous ? Écoutez, moi je suis très heureuse d'être là. Moi, très heureux d'être en votre compagnie. Alors, est-ce que vous savez que j'aime beaucoup les mauvais jeux de mots ? Oui. Et j'en ai vu un de Dominique Grimaud, le grand journaliste de football, qui m'a fait éclater de rire. Vous allez peut-être pas le trouver très drôle, mais quand il y a eu le 14-0 que la France a mis à Gibraltar, il a mis « Il faut pas s'étonner, Gibraltar, c'est une équipe qui a un niveau de D3 ». Comme troisième division, la D3. Et j'ai trouvé qu'il était. Moi, j'ai trouvé qu'il était excellent. Vous n'avez pas éclaté de rire ? Non, mais parce que on est peut-être un peu plus difficile que vous. Ce qui est bien, c'est que Philippe David ne peut pas faire autrement que d'expliquer ses vannes. Voilà. Normalement, une vanne, celle de quelqu'un d'autre. Oui. Elle n'était pas de moi. J'ai rendu à Dominique Grimaud ce qui appartenait à Dominique Grimaud. Et il est très bon. Il est très bon sur le foot, oui, absolument. Quoi qu'il en soit, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. On est ravis de vous retrouver avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Vous pouvez commenter bien sûr cette actualité en nous parlant, mais aussi en commentant sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour. C'est à 17h30. La Drôme est sous le choc. Un jeune de 16 ans mort poignardé dans la nuit de samedi à dimanche à Crépol, qui est une petite commune de 500 habitants. Un groupe d'au moins 10 individus s'est rendu à un bal avant de s'en prendre à un vigile qui leur refusait l'accès de la salle. S'en sont suivis forcément des affrontements. Aujourd'hui, 8 victimes, dont 2 en urgence absolue et un jeune de 16 ans mort poignardé, Philippe. Oui, un jeune homme de 16 ans, il s'appelait Thomas, mort poignardé au cou et au cœur. Évidemment, on a une pensée pour lui et sa famille. Et est-ce que pour vous, on peut considérer que c'est une rixe, puisque certains médias parlent de rixe, alors qu'une rixe à notre époque, c'était des types qui avaient bu un coup de trop dans un bal et qui échangeaient quelques mandales. Maintenant, ça se règle à coups de couteau. Est-ce que vous pensez que c'est un symbole de l'ensauvagement de la société ? Est-ce que vous pensez, contrairement au garde des Sceaux, que la France est un coupe-gorge ou pas ? Venez témoigner au 0826 300 300. Et pour le moment, sur Twitter, et peut-on considérer que c'est une rixe à Crépol ? Vous dites non à 84%. On dit même pour certains, c'est un attentat. On en parlera bien sûr avec notre expert du jour. Grégory Joron sera avec nous, secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, des communes attaquées, la République menacée, c'est le thème du 105e congrès de l'Association des maires de France. Les agressions envers les élus ont augmenté de 15% en 2023, après déjà une augmentation de 32% l'année précédente, soit 2387 agressions cette année. Et nous sommes seulement le 20 novembre. Conséquence des démissions en hausse d'un tiers par rapport au précédent mandat, plus de 1300 depuis 2020, Philippe. Et est-ce que vous pensez, déjà, que les sanctions sur les personnes qui agressent des élus sont suffisantes ? Est-ce qu'il faudrait augmenter l'indemnité des maires qui, faut-il le rappeler, notamment pour les petites communes, sont très mal rémunérées ? Qu'est-ce qui explique pour vous la baisse de vocation des maires, puisque on ne trouve plus maintenant de candidats au municipal? Et vous avez vu l'augmentation du nombre de démissions, manque de moyens, faible rémunération. Comprenez-vous l'augmentation des démissions des maires? Et vous dites oui à 87% sur Twitter. Et on en parlera avec 2 maires, André Rousset, qui est maire de Loris dans le Vaucluse, et Jean-Philippe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine, récemment agressé dans sa commune. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et bien entendu, Philippe Bilger, notre taulier préféré, était avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Mes 2 animateurs préférés. Vous êtes un chou avec une actualité encore bien tendue aujourd'hui, Philippe Bilger. François Pupponi est avec nous, ancien maire de Sarcelles et ancien député. Bonsoir, merci d'être avec nous. Justement, en tant qu'ancien maire, on va vraiment avoir besoin de votre expertise. Et Loïc Guérin, avocat pénaliste. On est bien entouré là. Pour les sujets du jour, on est... C'est la première fois qu'on a cette configuration, absolument, me semble-t-il. Absolument, un lundi. On nous a dit que ça serait la meilleure du monde. Donc, on attend la fin de l'émission pour savoir. En tout cas, avant de parler, on est de très loin les meilleurs. Oui. Ne nous emballons pas non plus. Allez, dans un instant, notre auditeur du jour, Eric de Bourg-de-Péage, sera avec nous dans la Drôme. 0826 300 300. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Qu'est-ce qui vous amène, Eric, pardon ? Alors moi, mon coup de gueule, c'est faire comprendre et faire connaître ce qu'est le handicap invisible.
Absolument, vous avez bien raison. On en parle dans quelques instants. En attendant, le répondeur, vous lâchez un petit peu, 0826 300 300, on vous remercie. Écoutez. Oui, bonjour, c'est Christine de Privas. Moi, je vous appelle par rapport à ces délits d'obtempérer. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des réunions pour informer les jeunes que quand ils sont comme ça arrêtés, même s'ils n'ont pas le permis, même s'ils ont des fautes, qui s'arrêtent. Si on les informe pas, si on leur dit jamais rien, après ça va bien de faire des marches, sincèrement, qui ne servent à rien. Informons les jeunes, on leur dit, écoutez, vous êtes en infraction, mais à la limite, c'est grave, oui, mais il vaut mieux s'arrêter que de perdre la vie. Moi, je suis en colère après ça. Alors, on fait des marches, mais ça sert à quoi ces marches? Bon, j'arrête parce que après, je m'énerve toute seule. Merci beaucoup. C'est un message, mais j'ai peur qu'il soit bien au courant, Philippe Bilger, qu'il est interdit de ne pas s'arrêter. Je rejoins notre auditrice Christine. Les marches, de mon point de vue, sont parfaitement inutiles et on pourrait lui répondre qu'avant cette formation qu'elle souhaite, il y avait tout simplement l'éducation et l'application de la loi, mais peut-être tout le monde ne la connaît-elle pas. Nul n'est censé ignorer la loi, Maître Guérin. Oui, alors... Bon, c'est une idée gentille, mais effectivement, quand on voit un OPJ ou un APJ avec un uniforme faire un signe, un officier de police judiciaire, il n'y a pas besoin en général de beaucoup plus d'éducation que ça pour comprendre que il faut s'arrêter, en principe. François Pupponi. On est dans le refus de l'autorité par un certain nombre de jeunes et de très jeunes. Donc, je veux dire, quand un policier leur demande de s'arrêter, eux, leur réaction, c'est de ne pas s'arrêter. Bien sûr. Mais volontairement. Enfin, c'est une espèce de provocation. Et on arrive à des drames comme on a pu connaître. Et comme mais ils sont très lucides sur le fait... Mais ils savent exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils sont dans le refus de l'autorité. L'autorité parentale, l'autorité de l'enseignant, l'autorité du policier. Et donc, ils essayent de s'affirmer dans le refus de l'autorité. Alors après, pourquoi, après qu'un jour les psychiatres, les psychologues, tous les psys du monde nous expliquent comment une telle dérive est possible dans notre société. Peut-être naturellement parce qu'on leur laisse tout faire. Peut-être. Voilà, moi j'ai pas d'explication. Il est interdit d'interdire. Voilà, mais globalement, on est quand même dans ce monde-là aujourd'hui, et c'est un vrai sujet. Allez, 0826 300 300, on retourne dans la Drôme, à Bourg-de-Péage avec Eric, et sur ce besoin de reconnaître le handicap invisible. Eric, Eric, oui, c'est à vous. Donc, en France, déjà je vous explique, on a à peu près 12 millions de personnes handicapées, et il y a 80% de personnes qui ont ce qu'on appelle un handicap invisible. Moi-même, je suis déficient visuel, je fais donc partie de cette catégorie. Et en fait, le handicap, on pense toujours à un fauteuil ou alors à une canne blanche. C'est vrai. C'est pas ça. Il n'y a pas que ce genre de handicap. Pour moi, le meilleur exemple, c'est dans une file d'attente. Vous avez, admettons, une femme, je sais pas, de 25 ans, qui est propre sur elle, on pense qu'elle est vraiment valide, et les personnes ne comprennent pas qu'elle passe devant tout le monde, alors qu'elle a une carte d'invalidité. Et bon, croyez-moi, si elle a une carte d'invalidité, c'est bon qu'elle y a droit, parce que moi je suis dans l'associatif, et pour avoir une carte d'invalidité, c'est pas facile. Donc vraiment, ce coup de gueule, je demande aux gens de ne pas juger, même par rapport au physique. Et d'être un peu plus indulgent. Oui. Ouais. Voilà, il faut être indulgent, ça peut être traumatisant pour les personnes, je vous assure. J'ai eu des remontées en voiture, c'est vraiment un fléau. C'est la double panne pour les personnes. Et puis une remarque aussi, j'en remets une petite couche, mon cher Eric, ne pas prendre les places handicapées qui sont logotées quand on a une voiture, parce que pas mal de fois, on voit des places handicapées avec des voitures où il n'y a pas le petit macaron derrière le pare-brise. Philippe Bilger. Un peu de respect. J'espère n'avoir jamais été un de ces râleurs, mais j'avoue que je n'avais pas mon attention sur ces handicaps invisibles, et notre auditeur, à juste titre, Eric, nous met l'attention là-dessus. François Pupponi. Sur la surdité, par exemple. On a un vrai problème de rapport au handicap. Mais en plus général, moi j'ai été maire de Sarcelles pendant 20 ans, et vous savez que les municipalités, comme les entreprises, ont l'obligation d'avoir un quota d'handicapés. Absolument. Sinon, on paye une amende. Sinon, les employeurs payent une amende, parce que les collectivités locales. Et la difficulté qu'on avait, c'est que certains ne voulaient pas, alors qu'ils étaient handicapés, qu'ils avaient la carte,
mais ne veut pas être considéré comme tel. En disant, moi je me comprends tel que je suis peut-être handicapé, mais je ne veux pas le dire. Et donc c'est très extrêmement compliqué. Alors, il faut respecter le choix du handicapé qui dit, moi je ne veux pas être catalogué comme handicapé. Et c'est un vrai sujet. Donc il y en a certains effectivement qui ne sont pas reconnus en tant que tels sur les places handicapées mais c'est un vrai sujet, la manière dont la société est capable de reconnaître ou pas et d'accepter le handicap. Le gain. Moi, j'aurais effectivement, je me reconnais assez là. J'avoue que j'aurais eu la même tendance, c'est-à-dire j'aurais tendance à ne pas en faire valoir. Voilà. Regardez pour moi. La loi oblige, mais c'est assez compliqué. Ça mérite un vrai sujet. Et merci en tout cas d'avoir lancé ce sujet. Eric, vous restez avec nous. Vous allez pouvoir jouer contre les vraies voix. Qui c'est qui l'a dit. Et je sais pas pourquoi. Je me dis que vous allez gagner. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On vous envoie les réponses. Ça énerve Philippe Bilger. J'aime bien. Vous nous plombez le moral, là, ma chère Cécile. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. Philippe, on parle de quoi ? L'intelligence ne dépend pas de la politique. Ouais. Un très bon sujet à découvrir dans un instant. Petite pause, les vraies voix jusqu'à 19h. On est ravis de vous retrouver. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de votre fidélité aux vraies voix et à Sud Radio, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et vous êtes extrêmement nombreux aussi sur nos réseaux sociaux, un petit peu partout. Et vous avez bien raison, vous avez beaucoup de goût. Je confirme, nous confirmons. Les vraies voix comme tous les jours de 17h à 19h. Dans un instant, les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et on parle de quoi aujourd'hui avec vous ? De ce président ultra-libéral et climato-sceptique élu en Argentine avec une tronçonneuse pour emblème de l'ONU qui réclame des mesures spectaculaires contre le réchauffement climatique avec une trajectoire encore pire que prévu. Et puis de ce bicorne de Napoléon vendu 1 932 000 € hier aux enchères. En 3 mots, ça donne bordel, réchauffement et chapeau. On en parle dans un instant. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et Philippe Bilger, François Mitterrand disait le centre n'est ni de gauche, et vous dites que l'intelligence n'est ni de droite ni de gauche. Absolument, et ça m'est venu, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire hier la tribune du dimanche, et il y avait un débat entre Charles Consigny de droite et Jean-Pierre Mignard, que je connais bien par ailleurs, ils étaient en désaccord sur la Cour de justice de la République. Et alors que ma pente naturelle aurait dû me porter plutôt vers Charles Consigny, j'ai trouvé son texte parfaitement mauvais, et Jean-Pierre Mignard, souvent extrêmement intelligent, a dit, de mon point de vue, ce qu'il fallait dire. J'en ai tiré une conclusion peut-être excessive, que l'intelligence n'est évidemment ni à droite ni à gauche, qu'on peut aller faire son marché partout, et qu'elle est parfois même en dehors de toute politisation, et j'ai en horreur le sentiment qui est proche de l'intolérance, qui fait qu'aujourd'hui, on doit montrer patte blanche sur le plan partisan pour être éventuellement qualifié d'être intelligent. Et ça me paraît, au moins si l'intelligence pouvait être sortie du champ partisan, j'en serais très heureux. François Pupponi, l'intelligence n'est-elle pas avant tout bilgérienne ? Ça va de soi. Bien sûr. Ça ne se discute même pas. Voilà. Et encore c'est faible. Votre avis sur Non, mais par contre, si j'ai lu le papier sur la Cour de justice de la République, c'est un vrai sujet. Et il faudra qu'un jour on se pose la question de savoir comment nos institutions doivent fonctionner et comment on applique la séparation des pouvoirs à tous les niveaux. Parce que moi j'ai suivi via la presse le procès du garde des Sceaux. Qui met en cause des juges, qui est jugé par des juges, mais aussi par des politiques. Voilà. Je pense que tout ça devrait évoluer. Voilà, faut qu'on soit capable un jour de trouver peut-être une autre solution, parce que on sent bien que quand on lit les attendus de ce procès, enfin on n'a pas encore les décisions, mais le déroulé du procès, ça pose un vrai sujet. Le Guérin. Sur la Cour de justice, je peux pas être plus d'accord, évidemment, qu'il y a un vrai sujet. On est complètement sur un renversement des valeurs, conflit d'intérêts, inversion des rôles, on a la totale. Je crois qu'on aurait rigolé amèrement si on avait imaginé il y a 10 ans ou 15 ans que la France en serait là, avoir un ministre de la Justice qui est mis en examen et qui passe devant la Cour de justice de la République tout en exerçant. Je pensais la chose impossible sur le plan des institutions et de la morale politique, mais ça c'est autre chose. Maintenant, sur l'intelligence et le partisanisme,
Je peux que vous rejoindre, je suis agnostique en matière politique et je trouve effectivement d'ailleurs que le débat droite-gauche est amplement dépassé aujourd'hui. Je pense que les fissures se font ailleurs, les fractures se font ailleurs. Je suis tout à fait d'accord évidemment. Et sur l'intelligence de mon confrère aussi. Sur Philippe Bilger, bien sûr, pas nous, bien sûr. entendu. Et tout le monde. Allez, tout de suite, les 3 mots de l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont bordel, réchauffement et chapeau. Vive la liberté, bordel. Le slogan du nouveau président argentin, l'économiste ultralibéral Javier Milei, très largement élu hier, avec plus de 55% des voix. L'ONU réclame des mesures spectaculaires. Le réchauffement climatique s'oriente finalement vers les plus 3 degrés à la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Et puis un chapeau à 1 932 000 €. Qui dit mieux? L'un des fameux bicornes noirs de Napoléon s'est envolé aux enchères hier à Fontainebleau. Les vraies voix Sud Radio. Certains voient en lui un Trump ou un Bolsonaro argentin. Son emblème de campagne, une tronçonneuse. Son surnom, El Loco, le fou. Ses chiens clonés portent le nom de ses économistes favoris, comme le libéral Milton Friedman. Quant au slogan de sa campagne, le voici. Vive la liberté, bordel. Javier Milei, 53 ans, a été élu président de l'Argentine hier soir avec quasiment 56% des voix. Dans un pays miné par une inflation de 143% sur un an, le président élu promet une thérapie de choc, tronçonner dans les dépenses publiques, supprimer les ministères de la Santé ou de l'Environnement. Lui qui ne croit pas au dérèglement climatique ni au rôle social de l'État. Ces idées reposent sur 3 principes très simples. Un gouvernement limité, et je veux être clair sur ce point, il respectera pleinement son engagement. En ce qui concerne la propriété privée et le libre-échange, je veux être très clair sur une chose. Le modèle de la décadence est arrivé à son terme. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Le nouveau président entend aussi libéraliser la vente d'organes, libéral sauf sur le droit à l'avortement qu'il entend remettre en cause tout en supprimant le ministère pour les droits des femmes. Javier Milei entend aussi régler son compte à la Banque centrale argentine en convertissant l'économie de son pays au dollar. Ouais, Philippe Bilger. J'avoue que je ne suis pas un fanatique du libéralisme, mais longtemps j'ai rêvé qu'on supprimât certains ministères en France. J'aurais eu tendance, mais je le développe avec un peu de provocation, le ministère de la Culture, même le ministère de la Justice. Par moments, je me dis, je rêverais d'un monde où les citoyens géreraient spontanément le pouvoir que la démocratie leur laisserait. Ah, quand même. Ouais. Il est coloré, François Pupponi. Oui, il est coloré, mais enfin, quand on regarde un peu ce qui se passe depuis quelques mois maintenant dans toutes les élections dans un peu tous les pays, on est assez catastrophé de voir qui est élu. Mais c'est révélateur aussi d'une crise profonde, politique, morale, sociétale, et que les gens sont capables d'aller vers l'aventure. Voilà, pour un président, enfin un candidat qui explique qu'il va faire ce qu'est en train de faire le président argentin. C'était un peu le cas de Bolsonaro au Brésil. Les gens en sont revenus après. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et l'ordre mondial est en train de basculer dans autre chose. Quand on voit comment la Russie, la Chine, la Turquie sont en train d'essayer de tout réorganiser à leur profit, on ne peut être qu'inquiet, parce que des dérives comme celle-là ne peuvent pas apporter, selon moi, quelque chose de positif. Il a dit, entre la mafia et l'État, je préfère la mafia, elle ne ment pas, Loïc Guérin. Ça doit inspirer un pénaliste, ça. Ah oui, là pour le coup, oui. Je savais pas, j'ai pas entendu celle-là. Si. Au moins, on va s'amuser, mais je suis pas sûr qu'on s'amuse longtemps. Et je suis tout à fait d'accord. On a une tendance qui est globale, c'est-à-dire que si on prend un peu de recul, si on regarde les différents pays, y compris les démocraties anciennes, traditionnelles, telles que la nôtre, ou en Europe en tout cas, on a une tendance à un vote de plus en plus, on va mettre des guillemets autour, mais extrême ou en tout cas décalé. Et ça pose peut-être le problème de l'offre politique. Et le deuxième mot, c'est réchauffement, avec un cri d'alarme de l'ONU. Les engagements des différents pays du monde entier placent la planète sur une trajectoire de 2,5 degrés à 2,9 degrés au cours du siècle, soit bien plus que les limites fixées jusqu'ici. On serait à 3 degrés de plus de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Conclusion du nouveau rapport du programme de l'ONU pour l'environnement, d'où cette alerte du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les dirigeants ne peuvent plus remettre les décisions à plus tard. Nous sommes à court. La COP28 doit nous préparer à des mesures spectaculaires. Maintenant.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et troisième mot, chapeau, avec cette vente record pour l'un des bicornes de Napoléon, ce qui va faire plaisir à notre ami corse, François Pupponi. 1 932 000 euros le couvre-chef impérial, soit environ 50 000 euros de plus que le précédent record de 2014. Pardon, ça vous a pas coûté cher finalement, François. Record, on n'est pas si mauvais les Corses quand même. Napoléon aurait usé quand même 120 bicornes au cours de son règne. Alors il en reste une vingtaine d'authentiques dans le monde, dont 15 dans des musées. C'est pourquoi pour ceux qui restent, les prix s'envolent, atteignent des sommets, comme l'explique Jean-Pierre Orsena, le commissaire-priseur président de cette maison d'enchères Orsena. Ce chapeau-là, c'est la symbolique totale de l'empereur. Napoléon, on le reconnaissait partout. Avec son chapeau, il le portait comme ça en travers. Et donc, quand vous avez le chapeau de Napoléon, vous touchez complètement l'histoire de France, vous touchez Napoléon. La valeur d'un souvenir historique, c'est la traçabilité. On doit le suivre depuis le début, là, c'est 1806 jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle a été donnée dans la famille. Ensuite, il était dans un musée de l'Empérie à Salon-de-Provence, qui est devenu le musée de l'armée. On le trace complètement, on sait exactement depuis 1806 ce qu'il est devenu chapeau. Propos recueillis par Greg Ozan de l'agence France Presse. On ne connaît pas l'identité de l'acheteur. En tout cas, c'est peut-être une forme de réponse dans les faits à Ridley Scott, qui considérait ce week-end que les Français ne s'aimaient pas, selon Ridley Scott, à propos des critiques sur les approximations historiques de son film. Donc voilà la réponse. En tout cas, les prix et les chapeaux de Napoléon valent quand même assez cher. Absolument. Merci beaucoup, Félix. Mathieu, on vous retrouve après 18h pour le Top Click. Dans un instant, on va revenir sur cette information. Dans la nuit de samedi à dimanche, un groupe d'une dizaine de personnes a semé donc la terreur à Crépol, un petit village de la Drôme. Un adolescent a perdu la vie, 8 blessés dont 2 en état grave. Et Grégory Joron est avec nous, secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir Grégory Joron. Bonsoir. Bonsoir. Petite question, est-ce que les campagnes deviennent finalement des déserts sécuritaires ? C'est une excellente question. C'est vrai que ce fait-là particulièrement inquiète évidemment, parce qu'on voit surtout que la violence qu'on est habitué à avoir en ville se déplace aussi en campagne. Donc il faudra bien trouver une réponse à cette question. Absolument, on en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous les commentez, vous êtes les bienvenus. Jusqu'à 19h, c'est des vraies voix Sud Radio. Vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît ? Au quotidien, prenez les transports en commun. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. En ce début de semaine, on espère que vous allez bien. Avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h. Ça va toujours, Philippe ? Ça va très bien, Cécile. D'accord, mais c'est ce qui est bien avec vous, c'est que vous allez tout le temps bien. Philippe Bilger... tout va bien, avec les vraies voix, tout va toujours très bien. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. François Pupponi, ancien maire de Sarcelles et ancien député. Et Loïc Guérin, avocat pénaliste. Et vous, 0826 300 300, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Dans un petit village de Crépol comme ça fait quand même beaucoup. J'ai vu des grosses flaques de sang, un videur qui s'est fait trancher les doigts, qui s'est fait trancher le poignet, un de mes collègues qui s'est fait prendre un coup de couteau dans la dorsale droite. Là. Et des personnes qui étaient à l'intérieur de la salle des fêtes sont venues lui prêter assistance et cela a tourné en une rixe. Il a reçu 2 coups de couteau, un au ventre et un proche du cœur, comme je vous le disais. Aller faire la fête et perdre un copain gratuitement, pour eux c'est inconcevable. Surtout que Thomas, c'était un enfant adorable. C'est les pires sensations du monde. Donc un jeune de 16 ans qui a été poignardé dans la nuit de samedi à dimanche à Crépol dans la Drôme. C'est un petit village de 515 habitants. Un groupe d'au moins 10 individus s'est rendu à un bal avant s'en prendre aux vigiles qui lui refusaient l'accès de la fête. Il s'en est suivi un affrontement généralisé et plusieurs blessés, dont 2 aujourd'hui, plus un mort en urgence absolue, Philippe. Absolument. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'ensauvagement gagne même les petits villages ? Puisque, rappelons-le, Crépol, ça fait un peu plus de 500 habitants. Est-ce que vous avez le sentiment que l'insécurité, contrairement au garde des Sceaux, n'est pas qu'un fantasme ? Ou est-ce que c'est juste un fait divers parmi tant d'autres ? Vous voulez réagir ? On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et notre invité, Grégory Joron, secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir Grégory Joron, merci d'être avec nous. Bonsoir. Philippe, réaction forcément, on parle de rixe, c'est le mot rixe qui nous étonne en fait. Alors le mot rixe est trop faible, mais si vous le permettez, je vais encore faire dans une forme de provocation. Il y a 2 banalités nécessaires qui ont été rappelées. Bien sûr, il n'y a plus de distinction entre la ville et la campagne. Les crimes, les délits, les transgressions, les désordres sont partout. Et deuxième élément, seconde banalité, je sais bien qu'il faut lutter contre l'insécurité, mais on n'arrivera jamais à l'insécurité zéro. Alors la provocation, je la verrai dans ce propos.
propos qui vient. Au fond, qu'est-ce qui pourrait rassurer nos concitoyens? C'est d'abord une volonté politique concrète de fermeté et de rigueur. Et deuxième élément, il est capital, c'est que très vite, ce type d'agissement, bien sûr, bien plus qu'une rixe, soit jugé dans les délais les plus rapides. Et là, je vais au bout de ma provocation. Je pense qu'il faut absolument modifier, je le crois très sincèrement, l'état de droit tel qu'il existe aujourd'hui. Il n'est pas normal qu'on applique un état de droit sophistiqué et byzantin à une multitude d'agissements qui parfois sont frappés de manière incontestable par l'évidence, mais qui vont durer des années avant d'être jugés. Oui. Enfin, moi, tout ça ne me rajeunit pas. Moi, j'ai connu ça en tant que maire de Sarcelles en 95. Ah oui, ça fait 30 ans pratiquement. 30 ans. Et c'était d'une banalité sidérante que des jeunes, à l'occasion d'un concert de rap, d'un match de foot, meurent. Je suis allé voir plusieurs fois des parents pour leur dire, voilà, votre fils de 16 ans, il est dans le caniveau, tué par arme à feu, par coup de couteau, etc. Et comme ça se passait en banlieue... Ça n'intéressait personne. Ça n'intéressait personne. Mais en banlieue, comme on était confronté à ce phénomène-là il y a 30 ans, on a essayé de mettre en place des politiques éducatives, sociales, culturelles, sportives, pour éviter tout ça. Et des voyants tout le temps pour éviter que parce que la moindre coup de poing peut finir... Si j'ai bien compris ce qui s'est passé dans ce petit village, c'est des jeunes qui viennent d'un quartier à 20 km à Romans-sur-Isère. Qui sont venus, on leur a... Bon, voilà, pourquoi, on verra bien, l'enquête le dira. Et on a cru que ça allait se cantonner en banlieue. Le problème, c'est que ça généralise partout. Le trafic de drogue se généralise partout, les phénomènes de règlement de compte entre bandes ou de bagarres, voilà, et avec des jeunes extrêmement violents. Et on n'a pas voulu, dans ce pays, prendre en compte cette violence des très jeunes. Voilà. Moi, j'ai même vu j'appelle ça des gamins, donner un coup de couteau. On l'a attrapé, et je lui dis, mais t'as failli... Il dit, non, je vais donner dans la fesse. Mais j'ai dit, alors, ouais, dans la fesse, je peux pas le tuer. Je dis, mais tu es à l'artère fémorale. Voilà. Donc, alors, ce qui se passe en banlieue il y a 30 ans, 20 ans, se passe maintenant partout. Une espèce de dérive globale, et on n'est pas capable de traiter le phénomène. Alors, il y a la justice. Et même plus jeune. Oui, même plus jeune. Oui. Il y a la justice, et je ne pense pas que la réponse judiciaire telle qu'elle est organisée aujourd'hui, je partage complètement ce qu'il dit Philippe Bugère, et sera capable de régler le problème. La parole est à la défense, Maître Guérin. Je ne sais pas si je ferai la défense. Prudence sur le dossier, parce qu'on lit un peu tout et pas son contraire. Mais enfin, il y a des nuances, soirée privée, pas privée. Je pense que le dossier lui-même parlera de lui-même, si je puis dire. Enfin, que la soirée soit privée ou pas privée, ça change rien. Non, ça change le début, simplement. C'est-à-dire qu'on peut interdire effectivement totalement l'accès. Il n'y a pas à avoir de rixe si vous ne pouvez pas rentrer dans une soirée privée, mais pas de débat. Mais alors, c'est arrivé fréquemment. Marcoussis, en janvier dernier, il y a eu 20 blessés, des gens qui fêtaient leur anniversaire. Des gens ont voulu rentrer, ils ont dit, non, c'est privé. Ils ont tapé tout le monde, 20 blessés. Vous avez vu ce DJ qui a été tué il y a 7-8 ans, c'était à Bobigny pour ça. C'est ça. Alors, sans que ça aille jusque-là, mais moi j'avais une anecdote qui m'est revenue à l'esprit ce matin en lisant justement ces articles-là. C'est que dans mon petit village, il y avait un tournoi de football qui était organisé. Donc j'ai pensé à ça parce que mon village fait 700 habitants. Donc on n'est pas loin, un peu au prou de là où on est. Ce tournoi-là, il était centenaire. C'était un des trucs les plus vieux qui était organisé. D'ailleurs, mon arrière-grand-père avait dû participer à la première organisation de ce tournoi-là, qui était le moment important. Toute la région venait, le Grand Est, le Sud même venait. On avait des clubs de seconde division, enfin les gamins, parce que c'était les gamins, venaient jouer à 15-17 ans, s'entraîner un peu là, et ça castagnait un peu, parce qu'évidemment les plus anciens avaient fait autre chose que boire de l'eau le midi, mais ça dérapait jamais vraiment, à part 2-3 coups de poing de ci, de là, mais rien de méchant. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, donc ce qui va relativiser l'idée qu'on se fait que ça dérape maintenant seulement dans les campagnes. En fait, ça date il y a plus de 10 ans, et descendu un groupe de la cité d'à côté, qui a décidé de castagner tout ce qui était local, et tout le village y est passé, femmes, enfants, tout le monde s'est pris des coups de bâton, des cailloux, a dû fuir le stade en question. Il y a eu des embuscades et des guet-apens tendus dans le village par les types de la cité, et décision prise par le maire, on interdit le tournoi, et depuis lors, ça fait 10 ans, il n'y a plus de tournoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Grégory Joron, quand vous entendez ça, forcément, c'est le mot rixe qui nous affole un petit peu, parce que nos auditeurs parlent d'expéditions punitives, d'autres d'attentats, d'autres, enfin voilà, donc les mots sont beaucoup plus forts que celui qui est proposé, en tout cas par nos confrères. Ouais, écoutez, si on prend assez bêtement la définition d'une rixe, c'est une querelle violente accompagnée de coups dans un lieu public. Voilà, ça c'est une rixe. Voilà, c'est simple, c'est dans le dictionnaire.
Malheureusement, c'est un peu malgré tout ce qui s'est passé, parce que la rixe n'exclut pas mort d'homme, c'est aussi ce qui s'est passé. Voilà, donc après, on pourra toujours dire que c'est un affrontement. J'irai pas dire que c'est jusqu'à l'attentat, mais Monsieur Pupponi l'a dit, c'est quelque chose qui est très connu en Île-de-France depuis très longtemps, qui défraie la chronique très régulièrement, notamment dans le 91 l'année dernière, et il y a 2 ans, on a connu des phénomènes extrêmement graves avec plusieurs jeunes tués devant des collèges et ailleurs. Il y a une action qui marche plutôt bien, mais on n'en est pas là, parce que là, c'est ce qui choque sûrement encore plus, on est en race campagne. Donc, on n'est évidemment pas habitué à ce phénomène d'affrontement entre bandes. Dans le 75 et sur la préfecture de police de Paris, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Il y a une cellule, entre guillemets, bande, qui est dédiée vraiment à la prévention des affrontements, de la 40 ou 50aine de bandes identifiées, et qui régulièrement avant essayaient de se regrouper pour s'affronter, et s'affronter notamment à coups de couteau, parce qu'il faut savoir que on retrouvait souvent une arme assez facile à acheter, c'est un Opinel, le numéro 13, et c'était l'arme dédiée justement pour les bagarres dans les bandes parisiennes. Bon, il y a quand même pas mal de similitudes avec ce qui s'est malheureusement passé dans ce village de Crépol, et je crois que l'enquête après déterminera en effet les responsabilités et surtout les motivations de ces agresseurs qui pour le coup ont fait quand même un carnage. Mais excusez-moi, il y a quelque chose en psychanalyse qui s'appelle le surmoi, ce qui empêche de faire quelque chose parce qu'on a une éducation. Une fille vous dit non, vous la violez pas. Vous avez un téléphone qui vous plaît, mais vous le volez pas. Vous allez pas tuer quelqu'un parce qu'il vous a fait un refus de priorité. Là, ils ont fait 20 km pour venir. En 20 km, même à 100 à l'heure de moyenne, on met un quart d'heure. On a quand même le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Oui, Est-ce que ces jeunes n'ont plus de surmoi? Il y a 2 choses. Il y a effectivement un problème de surmoi, mais il y a aussi le phénomène de groupe. De bande. Moi, ce que les psychologues appellent l'attitude de prestance. Absolument. Moi, je l'ai vécu. Une bande s'est transformée en horde sauvage avec un déclic qui a tué 2 personnes. Voilà. Et ce phénomène de bande, et les psychologues l'expliquent très bien, ça dépasse tout, quoi. Et c'est ça qui est terrible. Allez, 0826 300 300, Frédéric qui nous appelle de Blagnac. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, réagir sur un drame aussi odieux, c'est toujours difficile. Bon, on entend parler de rixe ou autre. Effectivement, vous avez donné la définition du rixe du Larousse, donc on va pas revenir dessus. Mais quand on se déplace à une bande à 20 km armée de couteaux, on n'est pas du tout dans une bagarre violente. On est déjà avec des instruments pour destiner à la destination de pouvoir donner des coups mortels. Donc, moi, je me déplace pas même quand j'étais plus jeune, je me déplaçais pas dans une fête de village avec des couteaux. Donc, on est loin d'être dans une bagarre qui a dégénéré. On est dans une attaque qui, quelque part, a été programmée, et je dirais presque un attentat avec ambition de vouloir donner la mort. Donc là, on est vraiment dans une attaque. Ces jeunes-là n'étaient pas invités à cette soirée, ils se sont infiltrés dedans, et ils ont apparemment, et je suis très prudent dans mes propos, encerclé par la suite le local, et commencé à taper et donner des coups à tous ceux qui voulaient sortir. On n'est pas du tout dans une bagarre, on est presque dans un attentat à la personne humaine. Ouais, restez avec nous, 0826 300 300, Eric qui nous appelle en plus du même département, de la Drôme. Rebonsoir Eric. Rebonsoir Eric. Oui, rebonsoir. Oui, je suis à 20 km de Crépol. Ah oui. Et votre réaction? Dégoûté. Bon, après, si c'est vraiment des jeunes de la Monnaie, je suis pas vraiment surpris. Ils ont les choses. C'est la cité de la Monnaie, le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, qui est un quartier dangereux. Oui, je viens de là, moi, quand j'étais petit, donc je connais très bien. Mais est-ce que c'est une... Donc, je suis pas étonné. Ouais, vous n'êtes pas étonné. Est-ce que depuis que vous êtes petit, vous avez vu effectivement cette cité changer, ou ça a toujours été comme ça, même quand vous étiez jeune? Très jeune, non, ça allait encore, et petit à petit, ça s'est dégradé au fil des années. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la Monnaie, en fait, avant, il y avait 2 à 3 fois plus d'habitants. Ils ont énormément enlevé de bâtiments. Ils ont cassé les bars. Ils ont cassé beaucoup de... Il y avait 3 tours, etc. Donc il y a beaucoup moins d'habitants, mais je pense que ce qu'il y a entendu dire, maintenant c'est vraiment un endroit recueil pour la drogue. Oui. D'accord. Restez avec nous, 0826 300 300. Vincent de Béraud aussi nous laisse un message. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir à tous. Vous voulez intervenir?
Absolument, parce qu'en fait, c'est vrai que ça, c'est une situation qu'on commence à bien connaître, surtout quand on habite dans le sud. Enfin, de Rome, c'est pas très loin, mais dans l'Hérault, il y a beaucoup de fêtes de village, etc. Je peux vous dire que j'en ai connu de ces fêtes dans les 20 dernières années. Des bagarres, il y en a toujours eu, mais c'était à point nu. Et en fait, ça commençait à sortir les couteaux, etc. Quand ça a été une population qui était exportée complètement des cités, qui venait ici pour s'incruster. Et comme l'a dit un auditeur avant vous, en fait, qui viennent déjà armés, quoi. Donc en fait, le refus d'un videur de rentrer, en fait, c'est le prétexte qui est cherché, et ça finit très 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 souvent mal. Et je pense que là, ce qui nous met tous très en colère, c'est d'entendre ce côté rix, où on a l'impression que genre c'est deux bandes du village qui se sont affrontés, alors qu'on est très très loin de la réalité, quoi. Grégory Joron, vous qui êtes policier, forcément, quel est le moyen, quels sont les moyens aujourd'hui pour la police et face à ce type de drame, en fait, à part pas grand-chose? Non, il y a des moyens. C'est des moyens d'enquête et des moyens humains, comme d'habitude. Je veux dire, on va pas réinventer la manière dont fonctionne la police nationale. Pour prévenir les phénomènes de bande, il faut du monde. Il faut du monde qui va scruter les réseaux sociaux, qui va avoir du relais sur le terrain pour savoir s'il y a des alertes potentielles, et surtout, faut pas oublier que la police doit pas être seule face à tout ça. Il y a un tissu associatif, il y a les maires, il y a la justice, évidemment, il y a l'éducation nationale. Ces phénomènes de bande, on peut les enrayer, et ça fonctionne plutôt pas mal sur Paris, je le répète. Et d'ailleurs, le système a été dupliqué sur la région Île-de-France, et depuis lors, on va dire que c'est mieux parce que forcément il y a énormément de bandes et on a un élément qui n'existait pas il y a 25 ans. Les couteaux existaient déjà, mais les réseaux sociaux existaient beaucoup moins. Et aujourd'hui, c'est quand même un incubateur de haine, ces réseaux sociaux, et entre guillemets le regard mauvais qu'on pourrait se croiser dans la rue. Aujourd'hui, il a un écho même le soir, même la nuit, dans les réseaux sociaux, avec des bandes qui se montent entre guillemets le bourrichon les unes contre les autres, et qui se donnent après des rendez-vous en direct, et qui filment même les affrontements. Donc on est là-dedans, et ça rajoute aussi à la difficulté. Absolument. Donc non, il y a des choses à faire. Les policiers travaillent. Maintenant, comme d'habitude, les policiers, ils ont besoin de monde et ils ont besoin de moyens. Et surtout, ils ont besoin aussi de pas se sentir seuls face à la tâche. Et quand encore une fois, tout le tissu qu'on connaît se met autour de ce sujet-là particulièrement, je le dis et je l'affirme, c'est quand même plutôt efficace. Oui. Le risque zéro n'existe pas, M. Bilger l'a dit, il a entièrement raison, mais en tout cas, je pense que c'est le bon chemin pour essayer de prévenir ces phénomènes. Et justement, M. Bilger voudrait poser une question. Mon cher Grégory Joron, j'ai toujours noté que vous étiez plus optimiste que moi. Mais est-ce que vous ne pensez pas tout de même que la police, face à ces violences collectives qui se multiplient, et de la part de jeunes gens, parfois de plus en plus jeunes, est relativement désarmée sur le plan de la procédure, compte tenu de l'administration de la preuve qui lui est imposée? Comment faire pour identifier l'ensemble des participants à une violence collective? C'est quelque chose de très difficile. Oui, alors je crois qu'aujourd'hui tout est à peu près filmé aussi sous beaucoup d'angles, et j'imagine qu'il y a énormément de vidéos qui ont été prises de la soirée de Crépol, puisque tout le monde sort son téléphone portable avant même d'appeler les secours aujourd'hui et filmer la scène, vous le savez, et c'est souvent une réalité. Là où je pense qu'on peut clairement être démuni, moi je parlais simplement de moyens et entre guillemets humblement de stratégies à mettre en place et qui fonctionnent, parce qu'il y a quand même des éléments assez positif sur le groupe qui a été mis en place depuis quelques années à Paris. Là où on a une vraie difficulté, c'est sur en effet la délinquance des mineurs et surtout la violence de ces derniers. Philippe David l'a dit juste avant, le surmoi. Je vais pas. Vous avez sûrement lu le livre du professeur Berger. Voilà, qui parle très bien de ce phénomène, qu'il l'a vu d'ailleurs pendant 25 ans, et qui explique aujourd'hui qu'on a quand même une vraie difficulté avec des jeunes extrêmement violents qui n'ont aucune empathie, et c'est ce qui a dû se passer sûrement à Crépol, et je crois que c'est plutôt ça la difficulté, c'est comment on traite ces jeunes-là avec notre système judiciaire aujourd'hui, cette césure qui pose une vraie question dans son impact et dans son efficacité, puisque c'est la nouvelle justice des mineurs, face à des jeunes qui n'ont aucune conscience de rien.
Malheureusement, on aurait encore beaucoup de questions à vous poser. Merci beaucoup, Grégory Joron, secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière. Vous restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit, un petit moment de détente dans cette actualité un peu tendue, avec des vraies voix au taquet, en tout cas, pour essayer de gagner contre Éric Deladrôme. Restez avec nous, on revient dans un instant. Sacrée bande aujourd'hui dans les vraies voix, hein, bien entendu. Du lourd, comme on dit. Il y a du dossier avec. Comment il doit le prendre. Philippe, ça n'a rien à voir avec le régime, hein, François Pupponi, je vous le dis tout de suite. Ancien maire de Sarcelles et ancien député, que du beau gosse. Loïc Guérin est avec nous, avocat pénaliste, et Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Et notre Éric Deladrôme, qui nous appelle au 0826 300 300, qui a envie de se confronter aux vraies voix. C'est un exercice compliqué, hein. Vous allez voir. Mais rien que dans le titre, ça rend fou. Le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et ce quiz de l'actu, Eric, c'est vous qui commencez, vous donnez la réponse, et sinon pas, si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est les vraies voix qui prennent le relais. Écoutez bien, c'est une question qui c'est qui l'a dit. Emmanuel Macron n'aime s'entourer que de médiocres parce qu'il n'y a qu'un seul soleil dans la pièce. Voilà. Eric. Qui a dit ça? Eric? Non. Alain Minc. Bonne réponse de Philippe Bilger, Alain Minc. Alain Minc, voilà, c'est ça. Qui c'est qui l'a dit? Je ne veux pas oublier que la responsabilité première, elle vient de cet islamisme qui fait la guerre à l'Occident. Eric. Il fut Premier ministre. Oui. Eric? False. Manuel Valls. Ouais. Alors François Pupponi l'avait dit en premier, mais c'était à votre tour. On met un point à chacun. Allez, un point à chacun. Qui c'est qui l'a dit? Contrairement à ce que l'on pense, les Français sont de moins en moins hostiles sur les questions d'immigration et d'asile. Et c'était sur Sud Radio. Absolument, ce matin. Et si vous ne l'avez pas écouté, tant pis pour vous. C'était une femme, je crois. Désolé. Les vraies voix. Elle a été ministre. Elle a été ministre. Une femme à l'éducation. À l'éducation nationale. Najat. Bonne réponse. Philippe Bilger a été un poil plus rapide. Najat Vallaud-Belkacem, qui est aujourd'hui présidente de France Terre d'Asile. Elle n'a pas changé. Et qui c'est qui l'a dit? C'est exactement le contraire de Najat Vallaud-Belkacem. L'immigration est devenue un sujet majeur. C'est comme ça. L'immigration massive pose un problème politique massif à la société française. Eric. C'est un président. C'est un président. Président. Pas de la République. Pas de la République. Sarkozy. Non. Non, pas de la République. Pas de la République. Wauquiez. Pas de la République. Non. Non. Allez. Président Wauquiez. Langauchat. Il est canois. Lisnard. En même temps, François Pupponi, ça a été plus rapide chez François Pupponi, me dit-on dans le casque. David Lisnard. Moi, j'aurais dit un partout, mais bon. Non, mais je crois que c'est vrai, François. Voilà. Allez, qui c'est qui l'a dit? Mon retour agace les cons. C'est pas un politique. Ça y est. Eric. Ah non. C'est pas du tout un politique. Enfin, il a été ministre. Bah oui, il a été ministre quand même. Mais bon, il a arrêté la politique. Eric. Ministre des Sports. Oh oui. Eric Langauchat. Il devrait prendre la porte. La porte en même temps, François Pupponi et Philippe Bilger. On respecte à la lettre, vous avez remarqué. Oui, vous êtes Qui c'est qui l'a dit? Bravo, continuez le Eric, ce sera Marine Le Pen ou moi? Wauquiez. Ouais. Voilà, oui, mais c'était Eric en premier. Je me tais. Donc pas de point. Ouais. Il avait dit Wauquiez, tout de toute façon. Vous avez dit Wauquiez, Eric, donc c'est bon, allez, un point pour vous. Qui c'est qui l'a dit? On reproche un peu tout et son contraire au président de la République. Et elle a fait de la politique, elle a été ministre. Ouais. Ségolène Royal? Non, elle a fait une couverture de magazine. Oui. Oui, c'est Brigitte? Non. Non, elle a été ministre. Elle a été ministre. Schiappa. Bonne réponse, Marlène Schiappa. Bonne réponse de Loïc Guérin. Comme par hasard, je lui parle de quelqu'un qui a fait une couverture de magazine, tout de suite il trouve. Oui. Alors qu'on en parle plus. Je vais pas être désobligeant pour la dite intéressée, mais c'est plus l'intelligence du commentaire qui m'a orienté. Non, bien sûr. Prenez-nous pour des canards sauvages. Mais allez, qui a gagné? Eh bien écoutez, 3 partout entre Philippe Bilger et François Pupponi, 2 points pour Eric, 1 point pour Loïc Guérin. Eh ben bravo les amis. Bravo les amis. Bravo. Allez.
Vous restez avec nous, Eric. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous dans 10 minutes le tour de table de l'actu de nos Vravois. Avec vous, Philippe Bilger, on parle de quoi? Où sont donc les bourreaux de Bellatar? Avec vous, François Pupponi. L'antisémitisme. Ouais. Et Loïc Guérin. Sur l'affaire qui va du sénateur ennuyé récemment et qui devra répondre à un certain nombre de qualifications difficiles. Absolument, on en parle dans quelques instants, on fait une petite pause. Bienvenue, c'est les Vraies Voix jusqu'à 19h. Bienvenue sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David pour nous accompagner, bien entendu, la crème de la crème avec nous. Bah oui, François Pupponi aujourd'hui est avec nous, Philippe Bilger, bien entendu, Loïc Guérin, avocat pénaliste, et vous au 0826 300 300. Et on récupère Félix Mathieu pour le Top Clic. Les Vraies Voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et l'élection d'un président ultra-libéral en Argentine suscite beaucoup de réactions. Javier Milei entend démanteler les ministères de la Santé, de l'Environnement, parmi beaucoup d'autres. Même la banque centrale de son pays pour passer au dollar. Son élection à plus de 55% hier provoque la consternation, notamment à gauche. François Ruffin partage une photo du président élu de l'Argentine avec la tronçonneuse qui lui sert dans La patronne du FMI espère collaborer étroitement avec Javier Milei, le nouveau président argentin, pour l'ordre établi du moment que l'extrême droite est pro-business. Tout roule, écrit le député LFI de la Somme. Beaucoup de critiques comme ça sur le qualificatif d'anti-système accolé à ce nouveau président. Javier Milei n'est pas un anti-système, s'indigne un internaute d'obédience souverainiste europhobe. C'est l'homme de Davos, poursuit-il. Il va appliquer la thérapie de choc, déréglementation, privatisation des biens publics. BlackRock en salive d'avance. Alors, on a aussi Fabrice Arfi de Mediapart qui parle, lui, d'un saut dans le vide de l'Argentine. Quand, moins alarmiste, un autre journaliste qui se revendique libéral, Yves Bourdillon du journal Les Échos, écrit « Javier Milei, élu président de l'Argentine, un chef d'État libertaire, pas sûr qu'il y ait un précédent historique ou que ce soit appréciable déjà qu'il mette les étatistes en PLS, même s'il est givré et a des aspects très discutables sur l'avortement et qu'il veut remettre en cause, ou encore sur la mémoire de la dictature qu'il a relativisée. » Et dans un autre sujet, on trouve Crépol. Oui, un jeune homme de 16 ans tué dans la Drôme, beaucoup de blessés aussi dans la nuit de samedi à dimanche. Dans le Dauphiné libéré, des participants à la fête du village de Crépol s'agacent du terme rixe utilisé par les médias, relève un internaute en relayant notamment un article du journal régional du Dauphiné libéré. Ce n'était pas une rixe, au bal on ne voulait pas se battre, expliquent ses habitants dans le Dauphiné. Sur Twitter, beaucoup de publications comme ça pour s'indigner de ce terme de rixe, accusé par les internautes de minimiser l'ampleur de l'attaque. Et puis, allez, beaucoup plus léger dans les autres tendances ce soir, on a encore beaucoup de commentaires aujourd'hui sur cette correction imposée par les Bleus à Gibraltar ce week-end dans les qualificatifs pour l'Euro de foot. 14-0 et beaucoup qui ironisent sur le thème. Eh bien, le temps d'aller aux toilettes pour soulager une envie pressante. La France avait mis 7 nouveaux buts. Bon, alors là, elle était grande l'envie, parce que 7 buts, ça se met pas. On les a mis quand même en 2 fois une mi-temps, quoi. Oui, mais je trouve, moi, j'aime bien que depuis Mbappé est capitaine, il traite les équipes modestes avec respect. Parce qu'au fond, s'il s'était retenu, j'ose dire, eh bien, ils auraient méprisé l'adversaire. Oui, peut-être. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Et moi, je voudrais pousser un coup de gueule sur un scandale dont personne ne parle et que je trouve gravissime dans un pays qui prétend être encore la 6e puissance économique mondiale. Dans le Finistère, 19 jours après la tempête Ciarán, 450 foyers sont encore et toujours privés d'électricité et 15 antennes de téléphonie mobile sont encore hors service. Certains foyers ont pu investir dans un groupe électrogène qui coûte environ 400 € plus l'essence pour le faire marcher, mais d'autres qui n'ont pas les moyens continuent à s'éclairer à la bougie. En 1999, 2 tempêtes, Lothar et Martin, avaient balayé une bien plus grande partie du pays. Les 26 et 27 décembre, 3,6 millions de foyers sur 30 millions d'abonnés étaient plongés dans le noir le 28 décembre au soir. 91% avaient été rebranchés le 31 et la totalité le 5 janvier. Alors, comment nous expliquer qu'un quart de siècle plus tard, avec seulement, je dis bien seulement, avec beaucoup de guillemets, 1,2 million de foyers privés de courant le 2 novembre, c'est-à-dire 3 fois moins, tout n'ait pas été rétabli. Et je me demande si le fait d'avoir éclaté la belle et grande entreprise publique qu'était EDF-GDF en EDF, RTE, GDF, Suez, puis Engie, ça n'a pas gravement délabré le service, en particulier dans les zones rurales comme celles touchées par le Finistère. Vous en pensez quoi, Philippe Bilger ?
Je vous trouve justement lucide et indigné. François Pupponi, vous qui êtes député. Avec de la lumière. On est un pays qui a un appareil public en déliquescence, qui croule sous les dettes et qui n'arrive plus à faire face. Et il faut qu'on s'habitue à ne plus avoir le même service public. Mais comment expliquer qu'on en soit arrivé là ? Quand vous vivez au-dessus de vos moyens et que vous empruntez pour faire fonctionner un système qui n'est pas équilibré, il y a un moment où ça passe plus. Voilà. Et là, on a un taux d'endettement et un pourcentage de déficit par PIB qui est juste insupportable. Et donc, il faut falloir qu'à un moment, on redevienne un mode de fonctionnement qui n'est pas celui qu'on a connu les 30 dernières années. Loïc Guérin. Alors, tout à fait d'accord avec la déliquescence du service public. Je crois qu'on serait bien malvenu de le nier, parce qu'on le voit partout. Mais il y a quand même une chose qu'il faut peut-être pas tout à fait oublier, c'est qu'on a, et toutes couleurs politiques confondues, des classes politiques qui ont systématiquement privatisé tout ce qui était à peu près rentable et qui appartenait à l'État. J'en veux pour preuve, et qui marchait bien. Par exemple, la Française des Jeux, qui était extrêmement rentable, qui ramenait de l'argent. Donc en gros, ce qu'on a fait, et sous prétexte européen, de libéralisme, tout ce que vous voulez, ou de privatisation, on enlève à l'État tout ce qui est rentable et on lui laisse que ce qui est déficitaire. Type la SNCF. Le danger, type la SNCF. Donc le danger, si vous voulez, c'est un discours un petit peu dangereux, parce que je trouve intellectuellement peut-être pas tout à fait honnête, que de dire aux gens, regardez, il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc il va falloir réduire les services publics. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on laisse piller la chose publique par une classe politique qui distribue aux copains, parce que ce sont souvent malheureusement des copains, qui récupèrent les entreprises en question très rentables, qui les recèdent ensuite à d'autres groupes, parfois étrangers, et qui voient l'argent partir ailleurs. Voilà, c'est une analyse. Si vous la partagez, 0826 300 300. Merci Philippe David pour ce coup de gueule. Dans un instant, le tour de table. Et soutien aux Finistériens qui n'ont toujours pas de courant. Absolument, il faut bien le dire. Le tour de table de l'actu avec vous, Philippe Bilger. On va parler de quoi ? Qui sont les bourreaux de Bellatar. Avec vous, François Pupponi. L'antisémitisme. Absolument. Et avec vous, Loïc Perrin. Joël Guerriot. Et on en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous les commentez. Vous êtes les bienvenus. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour nous accompagner ce soir, Philippe Bilger est avec nous, François Pupponi, l'ancien maire de Sarcelles et ancien député, et Loïc Guérin, avocat pénaliste. Avec ce tour de table de l'actu, ce sont des sujets qu'ils ont envie de porter. On va les écouter tout de suite. Ça s'appelle donc le tour de table de l'actu. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler des bourreaux de Yacine Bellatar, l'humoriste qui, paraît-il, à l'oreille de l'Élysée. Oui, alors, bien sûr, même si j'ai compris l'absence d'Emmanuel Macron, on a appris à la manifestation contre l'antisémitisme, on a appris après que c'est Yacine Bellatar qui, par l'entremise de 2 conseillers de l'Élysée, avait persuadé le président de ne pas y aller. Et il avait ajouté, lorsqu'on avait interrogé Bellatar sur les raisons pour lesquelles lui-même n'y allait pas, il a dit « Je ne vais pas défiler avec mes bourreaux ». Si je comprends bien, ça veut dire que le Rassemblement national est le bourreau de Bellatar. Alors on peut détester le Rassemblement national, mais je trouve un peu surprenant cette saillie de sa part quand lui-même, malgré sa condamnation, est en majesté à l'Élysée, c'est notamment... Alors je rappelle que c'est une condamnation de 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Faut rappeler pour quelle raison. Vous avez raison, vous rajoutez une charge à la mienne. Et le deuxième élément, voilà un homme, on peut tout dire du Rassemblement national, mais il me semble que si à une certaine époque, déjà le terme bourreau était peut-être excessif mais acceptable, il ne l'est plus aujourd'hui. Loïc Guérin. Ouais, ce qui est vraiment regrettable, et ça m'inquiète profondément, c'est les césures dans la société française. On est encore un peu plus, chaque jour, dans une espèce de communautarisme avéré, pratiquement assumé, voire même insufflé par une certaine partie de la classe politique, que ce soit extrême droite ou extrême gauche. Il me semble qu'elle est fille en ce moment en train de faire des miracles sur le terrain, qui m'inquiète pour l'avenir, parce que face à ce qui s'est produit, et ça fait longtemps qu'on entend parler de remontée d'actes d'antisémitisme en France, et qu'on met ça sous le boisseau, et ça fait longtemps que j'en entends parler, soit mes confrères qui sont eux-mêmes inquiets, soit leurs familles qui sont inquiets. Au début, on ne le voit pas arriver, et ensuite, comme maintenant, il faut réagir. Sur Yacine Bellatar, François Pupponi. Moi, j'ai eu quelques altercations avec lui, et en particulier, j'étais présent à l'Élysée lorsque on avait remis le fameux rapport Borloo, D'accord, sur la ville, auquel j'avais participé.
Et c'est Yacine Bellatar qui, ce jour-là, animait la journée à l'Élysée. Ah oui. Il était sur la tribune. Bon. Et il avait dit, maintenant c'est à nous de nous occuper du sujet du problème, en parlant des quartiers. Mais il avait dit, mais qui c'est nous ? Est-ce que moi j'en fais partie ? J'avais 50 ans à l'époque, j'avais 50 ans, homme blanc, est-ce que... Voilà. Et c'est ce jour-là où Emmanuel Macron avait dit la fameuse phrase en regardant Jean-Louis Borloo, ce ne sont pas deux mâles blancs qui vont gérer le problème. Et donc toute la théorie de Bellatar, c'était il faut que les habitants des quartiers issus de la diversité soient ceux à qui on demande leur avis. Bon. Voilà, donc ensuite il n'a plus été en leur sainteté à l'Élysée. Hein. Bon, il a quand même disparu des radars, etc. Là, il serait revenu en voyant des conseillers. Sincèrement, j'ai du mal à croire que c'est celui qui est convaincu le président de la République de ne pas aller à la manif. Bon, si c'est le cas, mais j'y crois pas. Bon. Après, c'est quelqu'un de sulfureux, bien sûr, qui a des positions qui sont pas acceptables. Après, qu'à l'Élysée, on prenne contact avec plein de personnes, y compris différentes, pour prendre la température, ça ne me choque pas. Bah oui. Ça ne me choque pas. Et c'est même leur rôle. Bon. De là à le faire fuiter et que ça se sache, c'est pas très intelligent, c'est pas très professionnel. Enfin, qu'on appelle Yacine Bellatar pour lui demander son avis, bon, pourquoi pas, j'allais dire, mais que ça se sache, c'est que ceux qui ont fait ça sont pas très bons. Loïc Guérin voulait revenir sur cette affaire incroyable du sénateur Joël Guerriau. Oui, donc résumé rapide, semaine dernière, de la nuit de mardi à mercredi, d'après les faits qui sont rapportés dans la presse, évidemment, on n'a pas le dossier par définition. Le dit sénateur aurait passé la soirée en début de nuit avec sa collègue, Modem, députée, à son domicile et lui aurait fait ingurgiter par une coupe de champagne un produit stupéfiant, en l'occurrence de l'ecstasy. Celle-ci serait sortie du logement dans un état assez difficile, semble-t-il. Et a évidemment déposé plainte. Ça a valu aux 10 sénateurs une garde à vue, perquisition qui a permis de retrouver effectivement des produits stupéfiants, semble-t-il, toujours pareil, selon le procureur de la République, dans son domicile, a priori c'était son domicile. Il est sous contrôle judiciaire, mise en examen évidemment, double incrimination puisqu'il s'agit de détention de stupéfiants et de soumission chimique, c'est-à-dire l'idée étant, et c'est un peu surprenant comme qualification, d'avoir tenté ce faisant d'obtenir les faveurs sexuelles de quelqu'un d'autre. Ce qui ne semble pas d'ailleurs, au demeurant, ressortir des éléments du dossier qu'on a en tout cas dans la presse. Évidemment que le mis en cause et la personne, la plaignante, n'ont pas du tout les mêmes versions. Le mis en cause disant que c'est une méprise, que le produit lui était destiné et qu'il ne pensait pas que c'était de l'ecstasy. La plaignante, évidemment, ayant une position tout à fait opposée. C'est tout de même, lors de la pause, je m'adressais à mes excellents contradicteurs et j'avais l'impression que il y avait une sorte de délitement éthique dans ces classes politiques que par ailleurs je défends mordicus. Et d'autre part, je vois un abus de l'utilisation de ces produits pour obtenir des consentements un petit peu faciles, enfin à supposer que ce soit le cas. Et donc ça, c'est une évolution qui me préoccupe en tant que citoyen, évidemment. Deux choses. Alors moi, je suis un peu sur ce dossier. Je suis ami avec Sandrine Josso, donc on avait créé le groupe Liberté et Territoire ensemble lorsqu'elle avait quitté La République En Marche. Et ensuite, on était partis au Modem ensemble. Donc je témoignais mon soutien durant le week-end. Enfin, sa santé a été mise en danger fortement puisque c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de prendre de la drogue et au niveau cardiaque ça a été très très compliqué. Bon, ça c'est pour le sujet. C'est surréaliste. Enfin, c'est une affaire. Après, moi, ce qui est toujours un peu gênant dans cette affaire aussi, même s'il faut rien cacher, c'est que tout est déballé tout de suite dans la presse. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Enfin, en tout cas, qu'il y a eu un problème avec Sandrine Josso, ça c'est une réalité. Pour avoir échangé avec elle. Mais après, tout ce qui fuite dans la presse. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, maintenant, et les politiques doivent le comprendre. Quoi qu'il en soit, il est jugé coupable. Quoi qu'il en soit aujourd'hui. C'est le problème des politiques, et pour aller dans le sens de Philippe, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait de la politique, on est sous les sunlight en permanence. Et donc, s'il y a bien une activité sur laquelle il faut être très très attentif, c'est lorsqu'on fait de la politique, parce que le moindre faux pas, il est immédiatement, alors avec les conséquences que ça, on verra ce que dit la justice, on verra comment ça, mais effectivement, on marche sur la tête. Enfin, en tout cas, pour le citoyen lambda, lorsqu'il voit cela, lorsqu'il lit cela, il se dit, mais qui nous représente ? L'usage de la drogue, de toute façon, il l'admet, mais après, c'est le deuxième chef d'accusation. Aujourd'hui, là où je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, évidemment. Ce qui est gênant ici, c'est que le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Donc on a
un jeu de fuite organisé, pas organisé, accidentel, pas accidentel. Oui, mais aujourd'hui, c'est le jeu. C'est-à-dire que sur toutes les affaires, c'est comme ça. Donc, il va bien falloir trouver des solutions. Des solutions, enfin, je pense que la solution, c'est d'essayer de se tenir un maximum en prudence, effectivement, quand on se positionne sur le dossier, ce que j'essaie de faire ici. Ce qui m'intéressait ici, c'était le déballage aussi médiatique qui entourait. C'est ça le phénomène que je trouvais intéressant. Et avec les réactions politiques, c'est-à-dire des suspensions immédiates, avec des prises de position assez marquées de son propre parti, d'ailleurs, qui le lâche, me semble-t-il, dès samedi, le bureau politique d'Horizon l'a exclu du groupe. Avant même qu'ils ne connaissent le dossier ou qu'il y ait un déballage complet du dossier qui permette de vraiment pondérer et savoir, le cas échéant, s'il mérite ou non une suspension. Effectivement, la présomption d'innocence est pas avec tout à fait un fait respectée. nouveau aussi. Le président du Sénat, cet après-midi, a demandé à ce qu'ils se mettent en retrait de son activité de sénateur. Ce qui veut dire qu'on revient à une politique qui a eu lieu il y a quelques années, qui n'avait plus trop lieu depuis quelques mois, et qui, de nouveau, avec ce que propose le président Larcher, redevient d'actualité pour certains, c'est qu'il n'y a pas de présomption d'innocence pour les politiques. C'est-à-dire que quand ils sont impliqués dans une affaire, avant d'être condamnés, ils doivent se mettre en retrait. Bon. C'est une jurisprudence nouvelle au Sénat. Je trouve que c'est bien. C'est bien, oui et non, parce que c'est bien, parce que c'est-à-dire que pourquoi les politiques n'auraient pas le droit à la présomption d'innocence? Oui, mais François, pourquoi les politiques n'auraient pas le droit à la présomption d'innocence? Oui, mais parce qu'il y a une présomption de désordre avant la présomption d'innocence. Je trouve que, pardon de vous offenser. Non, mais je comprends. Mais ça veut dire que voilà, il faut inventer. Enfin, là, dans ce cas-là, ils ont trouvé de la drogue chez lui, donc ce qui est totalement illégal dans l'absolu. Non, mais complètement. Et ils ont trouvé de la drogue dans le sang ou les urines de la députée en plus. Mais de là à demander à un député qui est confronté à la justice ou à un sénateur, un parlementaire, de se mettre en retrait de son mandat, voilà. Mais je le comprends parfaitement. Mais ça veut dire qu'il faut que les politiques comprennent qu'ils ne seront jamais traités comme les citoyens lambda, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y va aussi de la sérénité. Il y va de la sérénité parce que ça permet de prendre du recul et de laisser peut-être les choses. Ça aurait été bien pour certains ministres. Ben oui, mais c'est pour ça que je dis que cette jurisprudence-là ne s'applique pas depuis quelques mois, mais Larcher, intelligemment et politiquement, prend une position contraire avec celle du président de la République. Allez, on fait une petite pause dans un instant, juste après une petite pause de publicité. François Pupponi, vous reviendrez sur ces 1500 actes antisémites depuis le 7 octobre. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous pouvez commenter sur nos réseaux sociaux. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est très heureux de vous accueillir en tout cas dans cette émission tous les soirs de 17h à 19h. Un merci en tout cas de votre fidélité. Philippe Bilger est avec nous, Loïc Guérin bien entendu, le pénaliste est avec nous, François Pupponi. Sur ce tour de table de l'actu, François, vous voulez revenir sur ces actes qui se démultiplient, ces actes antisémites depuis le 7 octobre. Oui, on atteint un niveau depuis le 7 octobre, donc ça fait un peu plus d'un mois et ce n'est pas fini, ça va continuer, parce que tant que Tsahal interviendra à Gaza dans les conditions que l'on connaît, on voit bien que les actes antisémites vont s'amplifier. On atteint des chiffres que l'on n'avait quasiment jamais connus. Et ce qui est terrible, c'est deux choses. C'est qu'à la fois, on s'y habitue un peu. Voilà, tous les jours, on nous dit 1500, 1600, 1700 actes antisémites. On se rend plus compte de ce que ça veut dire pour un pays. Et surtout, moi, à Sarcelles, il y a une forte communauté juive, pour être en contact avec eux quotidiennement, c'est que nos compatriotes de confession juive ne croient plus à la France. Ils disent c'est plus pour nous, on va partir, c'est plus pour nous. Et ça, c'est terrible. Ils ont longtemps cru que la vague d'antisémitisme il y aurait une réaction. Il y a eu des réactions des institutions, mais là ils se disent on n'a plus rien à faire ici. Beaucoup. Ils croient plus dans notre pays. Quand on voit des concitoyens, des compatriotes à nous ne plus croire en la France, c'est terrible. Quand on le vit comme ça quotidiennement. Voilà, donc quoi faire? On sent bien que tout le monde est un peu dépassé. Mais ce qui est fou, c'est quand je vous écoute, François Pupponi, effectivement, ceux de confession juive et les musulmans disent effectivement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ils s'opposent à la France, en fait, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a un problème avec... Certains s'opposent à la France, d'autres n'y croient plus. Ouais. Mais ils ont un rapport à notre pays qui est en délitement complet, et c'est catastrophique. Et il faut... Alors, on doit parler, j'entends tous les discours sur lorsqu'on attaque un juif, on attaque la République. Oui, mais ça fait 20 ans, 30 ans qu'on le dit, depuis que là, il y a eu une poussée antisémite dans ce pays.
Mais on voit bien que ça n'a pas l'efficacité qu'on cherchait, donc il faut trouver autre chose. Philippe Bilger. En effet, François, on en parle parfois depuis plusieurs soirs. Il est symptomatique et presque douloureux de constater que la politique, en ce moment, ouvre la voie à un antisémitisme accru, amplifié, que la morale devrait interdire. J'ai toujours pensé qu'il y avait une contagion dans ce domaine du pire, paradoxalement, alors qu'on pense toujours que l'histoire va au moins diminuer le poison. Ça n'est jamais le cas. Loïc Guérin. Moi, ça me ramène, effectivement, en rebondissant sur l'idée de l'histoire, alors je vais le paraphraser très mal, hein, je m'en excuse, mais il y a une phrase qui figure d'ailleurs dans un des monuments de la Shoah à Boston, et qui reprend en fait une phrase d'un pasteur allemand qui a été lui-même déporté et qui disait, je pense que beaucoup d'entre nous la connaissent, cette phrase bien mieux que moi peut-être, quand ils sont venus arrêter les citoyens allemands juifs, j'ai pas bougé, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus arrêter les citoyens allemands homosexuels, j'ai pas bougé, je n'étais pas homosexuel. Le pasteur et quand ils sont venus m'arrêter moi, il n'y avait plus personne pour bouger. C'est très juste. Et je me demande s'il ne faudrait pas le rappeler à nos citoyens et nos concitoyens. Et la politique du vivre ensemble aujourd'hui... C'est marrant, François Pely, vous qui étiez au Parti Socialiste qui vantait le vivre ensemble, vous avez l'air d'être un peu désabusé. Vous savez, il y a deux grands slogans que je veux plus entendre, c'est le vivre ensemble et la mixité sociale. Parce que tout le monde en parle, mais personne n'en veut pour soi. Oui. C'est bien pour les autres. Voilà. Donc à un moment, quand dans un pays on ne croit plus au vivre ensemble, parce que moi je l'ai vécu à Sarcelles, mais à commencer par les gens de gauche peut-être. Bien entendu, pour pas dire surtout les gens de gauche. La mixité sociale, c'est pour les autres. Bon. Et moi souvent je disais aux gens, écoute, viens vivre dans les quartiers, puis après t'en parleras, quoi. Parce que la mixité, c'est un vrai sujet. La France, c'est le pays de l'entre-soi. C'est pas le pays du vivre ensemble et c'est pas le pays de la mixité. On n'a pas envie de se mélanger aux autres. Et surtout, on n'a pas envie que ses enfants se mélangent aux autres. Voilà, donc comment on fait nation, mais la mixité, le vivre ensemble est possible si tout le monde fait un effort, en fait. C'est-à-dire que si personne ne fait d'effort... Moi, Oui, je sais que c'est le... Non, mais le moment, c'est quand vous inscrivez vos enfants à l'école. Quand vous dites dans l'école du quartier, mes enfants, je vais les mettre ailleurs, parce que voilà, ce jour-là, on se sépare. Et parce que l'école de la République n'est plus le lieu du vivre ensemble et la mixité. Parce qu'il y a l'évitement possible par l'école privée. Oui, mais on en revient à l'éducation, c'est ce que disait Philippe Bilger tout à l'heure. Oui, moi j'ai vécu à Sarcelles, quand la communauté juive a décidé de quitter l'école publique parce qu'il y a des problèmes d'insécurité et d'antisémitisme, et a mis leurs enfants dans des écoles privées et juives. Voilà. Et donc là, ça se sépare. Voilà. Et le vrai problème, on ne va pas revenir aux années Mitterrand, quoique, c'est lorsque Mitterrand a voulu faire le fameux grand service public de l'éducation, je pense que c'était la bonne idée, qu'on a reculé, et qu'aujourd'hui, l'école n'est plus le lieu du vivre ensemble. Et si l'école n'est plus le lieu du vivre ensemble, il ne faut pas s'étonner que la société ne soit plus le lieu du vivre ensemble. Merci beaucoup pour ce sujet. Dans un instant, on reviendra sur le congrès des maires de France qui débute demain à Paris dans un contexte d'hostilité envers les élus. Et cette question, manque de moyens, faible rémunération. Comprenez-vous l'augmentation des démissions des maires? Vous dites oui en majorité. Jean-Christophe Fromentin est avec nous, maire de Neuilly-sur-Seine. Monsieur le maire, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. La fonction de maire est-elle encore respectée aujourd'hui? Et moi je dirais deux mots. Elle est respectée, mais elle est de plus en plus exposée. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez bien entendu commenter. Vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et aujourd'hui, en ce lundi, pour commenter l'actualité avec nous, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, François Pupponi, ancien maire de Sarcelles et ancien député, Loïc Guérin, avocat pénaliste, et vous au 0826 300 300. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et commune attaquée, République menacée, c'est le thème du 105e congrès de l'Association des maires de France. Les agressions envers les élus ont augmenté de 15% en 2023, après déjà une augmentation de 32% l'année dernière. 2023 a par exemple été marqué par l'attaque des domiciles des maires de l'Haye-les-Roses ou Saint-Brévin. Conséquence, les démissions en hausse d'un tiers par rapport au précédent mandat, plus de 1300 depuis 2020, Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que les sanctions
sanctions pour les agressions sur les élus sont insuffisantes. Est-ce qu'il faut augmenter l'indemnité des élus, qui est notamment pour les maires et leurs adjoints particulièrement basse et même gratuite pour nombre de conseillers municipaux? Est-ce que ça explique, qu'est-ce qui explique avant tout la crise de vocation des maires? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et à cette question, comprenez-vous l'augmentation des démissions des maires? Vous répondez oui à 89% sur Twitter. Et avec deux maires ce soir pour nous en parler. Jean-Christophe Fromontin, maire de Neuilly-sur-Seine. Bonsoir et merci d'être avec nous en direct. André Rousset est avec nous aussi, maire de Loris dans le Vaucluse. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir. Merci d'être avec nous. Exceptionnellement, on va commencer par vous. Jean-Christophe Fromontin, maire de Neuilly-sur-Seine, vous avez été agressé dans votre commune assez récemment. Oui, j'ai tout simplement demandé à un cycliste qui slalomait sur le trottoir de rejoindre la piste cyclable qui était à quelques mètres. Il a refusé, il a préféré me foncer dessus, continuer son chemin, ce qui fait qu'il m'a renversé. Je me suis retrouvé immobilisé pendant 6 semaines. Voilà. Et est-ce qu'il y a une sanction déjà, comparution immédiate par exemple, pour l'intéressé? Non, j'ai déposé plainte. Le procureur a demandé une confrontation que je verrai dans quelques jours, mais voilà, le processus suit son cours, mais voilà, je pense pas que ça, je pense que ça aboutira, mais en tous les cas, rien d'immédiat et rien un peu de radical pour finalement marquer la sanction et marquer le coup. Parce que vous avez été, on vous voit, hein, vous avez le bras en écharpe là. Vous avez quoi exactement? J'ai une luxation de l'épaule puisque je suis tombé à la renverse et j'avais des dossiers dans les 2 bras, donc j'ai pas pu me retenir. Et donc, je suis immobilisé pendant 42 jours, exactement. Alors, André Rousset, vous, Cap-au-Sud, vous êtes maire de Loris, dans le Vaucluse, une commune beaucoup plus petite que Neuilly-sur-Seine. Au mois de juin, vous avez menacé de démissionner avec la plupart des élus de votre conseil municipal suite à l'agression d'un de vos adjoints. Vous êtes même monté à l'Élysée. Racontez-nous ça. Eh bien, c'est un adjoint qui a été victime d'agression. Le citoyen avait son appartement qui avait été inondé parce qu'il y avait eu des inondations. Et le monsieur s'est énervé, il a voulu le tuer. Donc nous, on s'est réunis tout de suite. Et tout le groupe municipal, le groupe majoritaire, et après il y a 2 petits groupes de 2 personnes, tout le groupe majoritaire a décidé de démissionner. Pour marquer le coup, pour dire à tout le monde que c'est pas des choses qu'on doit accepter. Ouais. Je vais faire réagir François Pupponi, ancien maire. Est-ce que vous avez été agressé physiquement, François Pupponi, à l'époque? Insulté, physiquement non, mais on m'a brûlé 2 voitures. Voilà, j'ai été juste par rapport à ce que dit Christophe Fromontin, je cite, le vrai sujet, ça arrive, c'est inadmissible, mais le sentiment que j'en avais moi, alors je veux pas que Philippe le prenne mal, c'est le sentiment de ne pas être soutenu par la justice. Là-dessus, autant le préfet vous appelle, le ministre éventuellement vous appelle en disant voilà, on te soutient, etc. Donc on a la justice. Non, j'ai été insulté en 2022. J'étais encore député. Je raconte l'histoire. J'ai porté plainte contre un individu. Voilà, cette personne m'a insulté lors d'une cérémonie officielle. Responsable de réseaux islamistes sur la ville. J'ai porté plainte nominalement contre la personne. 1 an et demi après, j'ai reçu un classement sans suite en disant vous avez porté plainte contre Monsieur X, l'identité de l'auteur n'a pas pu être déterminée, donc on classe. Putain, mais j'ai porté plainte contre la personne. Oui. Voilà, et ça décourage les élus, parce que les élus vous disent, bon, ok, comme on n'est pas soutenu par l'institution, ou très peu par l'institution judiciaire, ça fait partie d'un découragement, c'est clair. Ah ben, la parole à l'avocat général. De m'abriter derrière votre sagesse, François, et celle de monsieur le maire de Neuilly, il est évident que j'évoquais tout à l'heure l'extrême indifférence de la justice à l'égard de ces phénomènes graves, et je ne comprends pas comment on n'a pas pu réagir immédiatement, par exemple, pour ce qui s'est passé à Neuilly. C'est invraisemblable. Et pour ne pas parler de la manière dont la justice ne sait pas rendre compte aux citoyens de ce qui se déroule dans la procédure. C'est tout de même incroyable. Et si je peux rajouter quelque chose, Cécile, je voudrais avoir l'avis de messieurs les maires. Est-ce que ce qui se passe à l'heure actuelle, à leur rencontre, résulte
de l'inévitable délitement d'une société qui ne sait plus ce que c'est que la politesse, l'urbanité, le savoir-vivre, le respect, ou est-ce que vous avez l'impression qu'en plus c'est la parole publique en tant que telle qui est mise en cause? On va démarrer par André Rousset, vous nous entendez? Oui. Moi je dirais que c'est un problème systémique, c'est un peu de tout ça, hein. On est, quand je dis c'est nous tous, on est stressés, des problématiques difficiles un peu de partout, dans toute la planète. On est hyper tendu. Et comme disait tout à l'heure Monsieur Pupponi, je veux dire, s'il n'y a plus la République à l'école, bientôt il n'y a plus de République du tout, hein. C'est un contexte général qu'on fait que, mais c'est pas la punition qui va tout régler, hein. Jean-Christophe Fromentin, vous êtes maire d'une ville de 60 000 habitants, Neuilly. André Rousset, une ville d'un peu moins de 4 000 habitants, donc une ville rurale dans le Vaucluse. 60 000 habitants aussi, à peu de choses près. Sarcelles. On a l'impression, comme le disait André Rousset, maire d'une ville d'un peu moins de 4 000 habitants, que c'est systémique, plus personne n'est éduqué et les élus sont devenus des punching balls. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on a laissé dériver la relation entre les élus, entre la politique et la population. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment d'être dans une relation client-fournisseur, pas dans une relation politique au sens noble du mot, c'est-à-dire acteur pour l'ensemble de la ville, pour le bien commun et pour porter un certain nombre de grandes politiques publiques. Chacun ramène la politique à qu'est-ce que vous allez faire pour moi et non pas qu'est-ce que vous faites pour la ville. Et du coup, toutes les relations sont extrêmement sensibles parce que quand je suis le samedi matin dans mes visites de quartier, on m'interroge pas sur la ville et pas tellement sur le quartier, c'est monsieur le maire, il y a ça qui me gêne, qu'est-ce que vous allez faire pour le résoudre? Et cette relation, elle est fausse. La relation politique n'est pas une relation du politique vers chacun, elle est une relation du politique vers tous. Alors on peut de temps en temps régler des problèmes personnels ou aborder des sujets individuels, mais cette relation, elle perd finalement de son envergure et de sa réalité politique au sens vraiment profond du mot. Et moi, parfois, j'ai l'impression que cette tension, elle naît en partie de cette relation qui a été détournée de ce qu'est la politique. Le deuxième élément, c'est que j'ai l'impression aussi beaucoup qu'on est redevable pour le compte de tout le monde. C'est-à-dire que ni les ministres, ni beaucoup les députés, ni les sénateurs, ni les conseillers régionaux ne sont dans cette relation directe. Et les gens ont l'impression que finalement toutes ces élites politiques s'éloignent d'elles. Et le maire reste finalement celui qui répond de tout, qui répond d'un problème qu'un peut avoir avec le fisc, d'un problème qu'il a pour inscrire son enfant au lycée, etc. Et donc on est un peu cet acteur qui doit répondre de tout, avec courtoisie, avec médiation, avec une certaine rondeur, parce qu'on n'est pas dans cette abruptité qui caractérise la relation politique, mais c'est une relation qui est finalement de plus en plus compliquée. C'est pour ça que moi, je n'ai pas l'impression de ne pas être respecté, même si malheureusement, il y a des cas où c'est assez violent, mais j'ai l'impression d'être surexposé, parce que redevable pour le compte de tout le monde dans la relation politique. Et juste sur les juges, je voudrais vous dire quelque chose qui m'a surpris et choqué quand j'ai eu cet accident, avec quand même beaucoup d'inconvénients. J'ai demandé à mes services si je pouvais avoir la protection fonctionnelle. On m'a dit que quand c'est un homicide involontaire, la protection fonctionnelle est refusée pour les élus. Donc c'est lui qui paye l'avocat. C'est-à-dire que la mairie ne peut pas me protéger dans la suite judiciaire de cette agression. On a un avocat avec nous, Loïc Guérin, avocat pénaliste en plus. Alors je suis étonné, bonsoir, je suis étonné pour la protection fonctionnelle. Vous avez eu combien de jours d'ITT? 42, je crois. 42. Non mais pas de suspension ou d'arrêt, de jours d'ITT, c'est-à-dire reconnus par les UMJ. Oui, par la médecine judiciaire, 42 jours d'ITT. 42 jours, oui. Et non. Alors, ça a eu un élément de réflexion, je ne dis pas que c'est la réponse, et je ne dis en aucun cas que ça va à contre-courant de ce que vous dites là, parce que j'abonde en matière de défaillance dans la réponse pénale. Je dois dire que quand on dépose plainte, ou même quand on est en défense d'ailleurs, il y a une déliquescence absolue et accélérée. Donc on ne va pas être en désaccord là-dessus. Simplement un élément peut-être de réflexion, c'est que s'il y a autant d'ITT, il n'est pas exclu que la qualification pénale décidée par le parquet dépende. Elle dépend évidemment de l'ITT, et selon la gravité de l'ITT, peut orienter le dossier d'une autre manière. Donc il arrive parfois que le parquet mette du temps à répondre, dans l'attente soit d'une consolidation ou en tout cas d'une estimation complète.
pour pouvoir ensuite gérer autrement l'affaire et la régler de manière parfois plus grave, parce qu'on considérera que la qualification est différente. C'est qu'un élément de réflexion, je dis pas que c'est la réponse ici. Mais c'est un très bon avocat. C'était la consultation de Maître Guérin en direct sur Sud Radio. André Rousset, est-ce que vous comprenez, alors je ne sais pas si c'est votre cas, que de plus en plus finalement de maires se présentent sans étiquette, c'est-à-dire pour ne pas être affichés politiquement, qui peut générer aussi forcément de l'agressivité? Peut-être aussi que c'est un facteur qui participe à ce phénomène en général, mais je voudrais ajouter quelque chose. Vous avez l'avocat, mais vous avez aussi l'éducateur spécialisé. Moi, j'ai été éducateur spécialisé dans les quartiers nord de Marseille. Et pour répondre à M. Pupponi aussi, je veux dire, l'éducation se fait aussi et surtout, même d'après Freud, dans la frustration. Un enfant qui n'a jamais eu de frustration, on lui a toujours dit oui. Il arrive à 19 ans, 20 ans, vous lui dites non, il ne comprend pas. Juste à moi, tu dis non, il ne comprend pas. Et ça dégénère. Je veux dire, le problème est ancré, il va falloir faire un travail éducatif d'importance. Ça va être un peu long, je crois, si on veut revenir à de meilleurs sentiments. Je crois, je rejoins totalement ce qu'a dit monsieur le maire Fromentin. Je crois qu'il y a une dérive très nette qui rend de plus en plus difficile le beau métier de politique, à quelque niveau que ce soit. C'est qu'on se trouve les citoyens en tant que tels font la place plutôt à des êtres qui exigent. Et ils exigent un certain nombre de choses qui leur sont dues et ils sont prêts à les vouloir, je dirais, par n'importe quel moyen, y compris éventuellement en agressant un élu. Oui, mais avec un phénomène particulier, et Jacques Fromentin le disait... Aujourd'hui, la quasi-totalité des services publics sont fermés. Pour y avoir accès, il faut passer par Internet, il faut téléphoner, répondre à un... Voilà. Taper dièse, taper étoile. Et les seuls endroits où on peut encore venir s'exprimer, y compris gueuler, c'est la mairie. C'est le maire qui fait sa permanence, sa visite de quartier. Donc celui qui est accessible, on l'a toujours dit à distance de baffe, c'est le maire. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'il n'y a plus de lieu où le citoyen peut s'exprimer, et y compris exprimer sa colère, son mécontentement. Et donc, ça monte, et le maire, souvent, il est là, le seul à pouvoir être agressé. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un peu le thermomètre de l'exaspération aussi, ce qui est en aucun cas une excuse, mais vous êtes malheureusement les élus locaux, le thermomètre aussi d'une société, dans son ensemble. Jean-Christophe Fromentin, est-ce que c'est la première fois physiquement que vous vous faites agresser, mais est-ce que vous êtes pris à partie continuellement ? Non, on est parfois pris à partie par des mots, par des lettres. Mais, moi, j'ai le réflexe d'ailleurs, quand je reçois une lettre ou un mail très, très dur, d'appeler les gens, vous voyez, pour essayer de reconstruire le dialogue et comprendre. Mais théoriquement, Neuilly, c'est pas la ville défavorisée. Entre les mots et la réalité du coup de fil derrière, il y a un monde. C'est-à-dire que les gens s'énervent sur des mails, s'énervent dans un courrier, vont sans doute au-delà de leurs pensées, et quand je leur téléphone, tout retombe, à 90%. Ça montre aussi, vous voyez, que cette relation politique, si elle se construit, comme le disait Monsieur Pupponi, si elle se construit à distance, elle va s'amplifier dans le sens de la violence et de l'incompréhension. Donc, il faut que tous, on prenne les moyens de construire cette proximité. Et moi, je crois beaucoup que la renaissance de la confiance en politique passera par les élus locaux. Et ce qui m'inquiète, c'est que nos moyens sont plutôt en diminution. La tension avec l'État est extrêmement forte parce que tous les leviers qu'on a pour exercer notre mandat se délitent et diminuent. Et donc, les moyens de construire, de stabiliser ce dialogue sont de plus en plus difficiles. Et là, on se trouve pris entre finalement le marteau et l'enclume, entre une exigence de la population qui est légitime et qui n'a que nous en face pour répondre de leurs problèmes, et l'État qui nous abandonne un peu. Et je suis le maire de Neuilly, donc j'imagine ce que c'est pour des communes moyennes, rurales, des petites villes du fin fond de la France. J'ai la chance d'avoir une mairie avec des moyens, mais pour autant, vous voyez, je suis en permanence dans des arbitrages compliqués, parce qu'on se sent lâché par les services publics, les services de l'État, et surtout, on n'a pas de visibilité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moyens en diminution, mais si on avait une visibilité pour s'adapter, s'organiser, mais là, chaque loi de finances marque finalement une mauvaise nouvelle
Chaque annuité, chaque année marque une mauvaise nouvelle dans la relation qu'on a avec André Rousset, le mot de la fin, on n'a même pas une minute, on parlait de l'État. Comment a réagi la préfète et comment a réagi l'Élysée, puisque vous avez contacté l'Élysée quand votre conseil municipal a voulu démissionner? Et le procureur? La préfète a été très présente. On a discuté le soir jusqu'à 23h pour finalement rester en place, que de démissionner, ça n'arrangerait rien. Le tribunal a jugé l'affaire et la personne a eu 2000 € d'amende avec sursis. D'accord. Voilà, donc, voilà, sinon... pour avoir agressé un élu. Ouais. Et l'Élysée, très vite. Et l'Élysée, j'ai eu la ministre au téléphone plusieurs fois. Laquelle? Madame la ministre des collectivités locales. D'accord, absolument. En tout cas, on en profite pour vous dire que nous, on sera en direct du Salon des maires demain et après-demain avec Philippe David et Philippe Bilger, bien entendu, et nos vraies voix. Et j'espère que nous aurons l'occasion de vous croiser, André Rousset, maire de Loris dans le Vaucluse. Et merci beaucoup, Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine, d'avoir été avec nous. Vous savez que Sud Radio, on adore les élus locaux. Et si vous passez aussi à Porte de Versailles, Jean-Christophe Fromentin, vous êtes le bienvenu sur le stand de Sud Radio. Mercredi, je passerai vous dire bonjour. Eh bien, vous passerez nous dire bonjour. Passez nous voir tous les deux. Merci, en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Philippe Bilger, d'avoir été avec nous. Merci, Loïc Guérin, d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup, François Pupponi. Dans un instant, les vraies voix citoyennes avec Philippe David. On parlera des violences faites aux femmes. Les femmes dans la guerre qui sont effectivement, qui représentent 80% des pertes de vie humaine. Et puis, nous reviendrons sur les violences faites aux femmes avec une pièce de théâtre qui s'appelle Vivante et qui sera diffusée à l'Assemblée nationale le 22 novembre. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, sera avec nous aux alentours de 19h40. À tout de suite.